Bon midi, ici Stevie Ray, bienvenue à une autre présentation de Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenet. C'est l'émission qui va dans toutes les directions, disponible sur Facebook, sur Quai Marina Flashback. Encore une belle émission aujourd'hui. Nous allons terminer avec l'éditorial sur la LNH, avec la finale qui bat son plein. Notre deuxième invité nous fera profiter de sa vaste expérience pour aborder l'entraînement par le plaisir. Nous serons en compagnie de notre chroniqueuse Santé Mieux-être, la toujours souriante Sonia Quintin. Mais tout d'abord, mon premier invité, c'est un excellent et rare journaliste sportif dont les capacités ne semblent avoir aucune limite. Il change de sport comme un autre changerait de chemise. A couvert le Canadien 20 saisons, a couvert les Expos lors de leurs dernières 6 années et il est maintenant la voix officielle de l'Impact de Montréal au 98.5 FM. Voici donc un homme qui réussit, qui n'a pas la langue dans sa poche, le sympathique et très compétent, un joueur complet, Jérémy Filosa. Bonjour Jérémy. Salut, quelle présentation! C'est ce que je pense. Et c'est ce que plusieurs personnes pensent. Comment ça va, Jérémy? Ben, ça va très bien, très bien. Oui. Ah oui, absolument. Ben, merci d'être là. On est chanceux de pouvoir quand même vivre un petit peu de sport, même si c'est pas facile par les temps qui courent. Ben justement, on va en parler. On va faire ça en 3 temps, notre interview. On va parler de ta carrière, ton parcours, on va parler un petit peu d'actualité, évidemment. Puis on va terminer, je vais te cuisiner avec les questions rafales. Ma première question, qui est une question cliché, comment tu as vécu la crise du COVID qui ne semble pas terminée? Ouais, ben écoute, c'est sûr que ça n'a pas été facile pour moi parce que là, lorsque les sports ont arrêté, tout d'un coup, moi je me suis proposé à la salle des nouvelles, j'ai dit écoutez, étant donné qu'il n'y aura pas de sport pour les prochains mois, si vous avez besoin d'un coup de pouce à la salle des nouvelles, je vais vous aider, ou en tout cas je vais essayer de vous aider. Moi ça faisait depuis le 11 septembre 2001. Exact, que j'avais pas travaillé aux Parce que nouvelles. j'ai été écouté, tu fais bien ça. Ben merci, c'est bien gentil. Donc, ça faisait 20 ans que j'avais pas travaillé aux nouvelles générales, que j'étais exclusivement au sport. Donc, j'étais pas vraiment certain de comment ça allait fonctionner, mais finalement, dès le premier jour, je me suis lancé dans le bain, j'ai fait beaucoup de politique municipale, mettons que c'était pas différent de l'Impact et du Canadien. Exact, c'était pas trop dans mes cordes. Puis au début, c'était correct, on dirait que je passais au travers. Mais au bout des 3 mois, parce que j'ai fait ça pendant 3 mois, je commençais à avoir hâte de retourner au sport, mettons. Là. Ben oui, évidemment. Mais comment tu la vis, la période de COVID, là, présentement? Je veux dire, outre l'aspect professionnel, personnellement aussi? Ben écoute, je suis chanceux parce que je suis bien entouré. J'ai des gens dans ma famille que j'aime beaucoup puis que j'ai la chance de voir à tous les jours. Donc ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est sûr que sur le plan sportif, je trouve ça difficile. Tu sais, je trouve que les gens ont de la difficulté à embarquer. Puis je le vois dans la réaction des gens, que ce soit sur les médias sociaux, à la radio et tout ça, que les gens sont pas investis dans leur équipe ou dans le sport comme ils le sont normalement. C'est ça. On dirait loin des yeux, loin du cœur, il n'y a pas de spectateurs dans les estrades. Puis ça, c'est tough pour moi. C'est tough. J'aimerais que les gens soient plus investis, mais je comprends que présentement, les gens ont d'autres préoccupations que le résultat d'un match, là, par exemple. On va parler un petit peu de ton parcours. Je veux dire, tes parents sont nés en Italie. Oui. Tu es donc italien. Oui. Tu as été élevé dans quel quartier? Puis c'est quoi les études que tu as fait? Ben, en fait, j'ai grandi à Montréal-Nord, mais mes parents sont 2 immigrants italiens. Puis dans ce temps-là, à Montréal-Nord, il y avait une très grande communauté italienne. Mes grands-parents aussi, qui parlaient juste italien, étaient installés tout près de nous. Donc j'ai vraiment grandi dans un quartier très, très italien. Écoute, ça m'a servi. Je vais t'expliquer pourquoi. Mon père m'a forcé à aller à l'école italienne les samedis. Fait que moi, j'allais à l'école 6 jours par semaine. Comprends-tu? Oui, c'est bien, sauf que quand j'étais jeune, j'appréciais pas trop le fait que mon week-end, c'était une journée finalement. Mais quand je suis rentré à l'université, j'ai appliqué parce que au cégep, j'ai étudié en communication, mais à l'université, j'étais allé en journalisme. Puis au début, j'ai pas été accepté. Sauf que, étant donné que j'avais un diplôme en italien, j'ai pu rentrer en langue. Et en entrant en langue, j'ai pu ensuite transitionner vers le journalisme. Donc, ça n'a pas été de mes cours d'italien du samedi matin, mon diplôme d'études italiennes. À la fois bizarre, mais payant. Voilà, exactement. Tu n'avais pas de plan B. Toi, tu voulais pas faire, si ça marche pas dans le journalisme, un plombier ou... Pas vraiment. Écoute, honnêtement, j'ai jamais vraiment lâché mon rêve parce que ça a été difficile. Je veux dire, les jeunes journalistes, là, à cette époque-là, puis encore aujourd'hui, on le sait, là, tu fais pas d'argent. On s'entend, là, tu travailles gratis. Tu feras pas beaucoup d'argent avant d'être au sommet. Ben, c'est ça, exactement. Donc, les premières années sont extrêmement difficiles. Moi, j'ai été chanceux parce que dans la culture italienne, normalement, avant de te marier, tu pars pas de la maison. Fait que, étant donné que j'avais une bonne, quand même, relation avec mes parents... Tu es parti à quel âge? 29.
Bon, fait que ça, c'est dans la moyenne chez les Italiens. Okay. Fait que pendant que je travaillais, mettons, je suis sorti de l'université à 23, ouais. puis jusqu'à 29, justement, je faisais pas énormément d'argent comme journaliste, mais j'avais pas besoin non plus d'énormément d'argent parce que j'habitais encore chez mes parents. Ouais. Et quand ma carrière a décollé, ensuite de ça, j'ai pu faire mon move, comme on dit. Puis c'est pour ça que je dis toujours aux jeunes d'aujourd'hui, si vous avez une bonne relation avec vos parents, puis vos parents ne vous exigent pas de quitter tout de suite, puis vous avez un rêve de travailler en journalisme, mais si vous êtes capable de rester là une couple d'années de plus, ça va vraiment vous aider. Parce que si t'es pogné pour aller faire le boss boy... Est-ce que tu payais une pension? Je payais pas de pension. Oh mon Dieu, chanceux. Non, voilà. Donc, ça m'a beaucoup aidé parce que les premières années, c'est extrêmement difficile. Tu as beaucoup de frères et sœurs? Une sœur seulement. Plus vieille ou plus jeune? Plus jeune que moi. Donc le protecteur. Oui, exactement, un petit peu. Qui a eu la plus grande influence sur toi dans ta vie, que ce soit dans ta carrière professionnelle ou personnelle? Qui a le plus d'influence sur toi? Ben, écoute, je pense que... Qui a su t'encourager peut-être dans des moments plus difficiles? Ben, mes parents étaient pas très enchantés par le fait que je choisisse la radio. Tu sais, un Italien, là, ça n'a pas les deux mains dans le ciment, ça ne travaille pas pour vrai, comprends-tu? Donc, j'aime ta comparaison. C'est pas très valorisé. Mon père me disait quand j'étais jeune, qui c'est qui va te payer pour t'écouter parler? T'sais? Mais moi, j'ai dit, un jour, il y a quelqu'un qui va me payer pour m'écouter parler. Sauf que j'en dois quand même beaucoup à mes parents parce que mon père, premièrement, c'était un passionné de sport. Donc, ma passion du sport vient de mon père. Il doit être très fier maintenant d'écouter les matchs de soccer avec toi qui est la voix officielle. Oui, mais mon père... Encore une petite critique? Ben, il a comme un peu décroché, je trouve, du sport depuis... Quand moi j'étais jeune. Quand il était jeune, il était plus dedans. Là, on dirait que un peu plus. Je sais pas. Il faudrait l'inviter. Tu sais, c'est comme à l'époque, on regardait les matchs, on les regardait tous. Là, je l'appelle et je dis tu regardais le match hier? Non, même pas. On regardait une télésérie. Donc, il ne t'écoute pas au FM 98.5. Il m'écoute. Mais il m'écoute pas. Religieusement. Je peux te le dire. Oui, peut-être, exactement. Ça, c'est dans la mentalité italienne aussi. Mais mes parents m'ont quand même donné tout ce que j'avais besoin pour avoir du succès. C'est-à-dire qu'ils m'ont encouragé à aller à l'école. Et quand je suis sorti de l'université et j'ai voulu aller à l'école de radio de Montréal, ben ma mère a fait un deal avec moi. Elle a dit, garde, ça coûte, je me souviens plus, 5 000. Je vais mettre on met la moitié, tu mets l'autre moitié, mais il faut que tu embarques sérieusement. J'ai dit, garde, pas de problème. J'avais économisé de l'argent, puis je me suis lancé là-dedans. Et puis... après ça, les choses se sont tranquillement placées, mais c'est un long parcours. C'est un long processus. Ben, encore là, je chauffais les vieux chars à mon père. Fait que c'était un Honda Accord 89. Ouais, c'est ça. Honda Accord 89. Ton premier boulot journalistique et ta première station de radio ou de télé, c'est où? J'ai travaillé à plusieurs endroits dans ma carrière, mais au début, je faisais de l'anglais et du français. Donc, je faisais de la pige pour CJAD. En fait, mon professeur à l'École de radio de Montréal m'avait obtenu ce petit job-là, qui pour moi était extraordinaire. Je couvrais les expos à ma première année en sortant de l'université. Sauf qu'attention, 50$ de la game. Fait que quand j'avais parké mon char, j'avais soupé, il restait plus grand-chose. Mais tu avais la chance de parler avec Dawson Carter. Ça a été des années absolument incroyables. Je gagnais vraiment pas beaucoup d'argent. Et aussi, du côté francophone, j'ai travaillé à CJMS 1040 à l'émission Sur la passerelle avec Nicolas Deslauriers. J'ai fait une chronique qui est maintenant une station country il y a quelques semaines avec Jocelyn Benoît. Voilà, exactement. Donc, ça m'a permis de faire mes cordes. Et ensuite de ça, ben écoute, j'ai fait beaucoup de journalisme de pige pour des agences de presse américaines. Ben, les jeunes sont voués à ça aussi, tu sais. Exactement. Et puis ensuite de ça, ben c'est ça, je me suis promené pour finalement me rendre au 98.5 il y a de ça une douzaine d'années. As-tu déjà fait des commerciaux? À la télé, non? Non, j'ai pas vraiment fait de commerciaux. J'ai fait quelques voix à la radio. Mais tu sais, je ne saurais même pas par où commencer. Il faudrait que tu me trouves un agent. As-tu quelqu'un à me recommander? Regardez ça, je peux peut-être parler pour toi. OK, parfait. Question suivante. Tu as une anecdote sur le sujet, c'est ce que tu me disais en pré-entrevue. Le fait d'être polyglotte, soit de parler plusieurs langues, n'est pas seulement une preuve de culture incontestable, une belle culture, mais aussi c'est un avantage, une qualité rare dans le milieu. Ça peut t'ouvrir des portes, que ce soit pour un emploi ou une entrevue. Mais c'est quoi ton anecdote que tu voulais me dire concernant le fait que tu parles plusieurs langues? Oui, je parle plusieurs langues, puis
évidemment, je parle français, anglais et italien parfaitement. Mon espagnol est quand même assez bon. Je me débrouille. Je suis capable d'avoir des petites conversations en grec, en créole aussi. Parles-tu arabe? Non, arabe, zéro. Mais ça, c'est bon pour rencontrer des filles quand on est jeune aussi. Oh, absolument. Hein? Ça, je vais donner Bon, ce truc-là à n'importe quel garçon. franchise. Écoute, si tu parles 2-3 langues, amène ta date là, à 3 restaurants différents, un italien, un français, un anglais. Ben commande dans les langues différentes, tu vas voir que ça va être dans la poche. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour te As-tu dire... l'impression complète que vraiment ça t'a aidé dans ton milieu, soit pour des entrevues? Oui, personnellement, dans ma job, oui, parce que je pouvais faire des entrevues en espagnol avec les joueurs de l'Impact ou en italien, même chose chez les expos. Mais je te dirais qu'au niveau de avoir une job dans les médias, pas vraiment. Non? Non. Tu sais, j'ai trouvé vraiment que... Je trouve qu'au Québec, t'es mieux de t'exprimer parfaitement en français, de A à Z. Sans parler l'anglais? Sans parler l'anglais. Oh, mais comment tu vas faire une entrevue dans le vestiaire du Canadien si tu parles pas anglais? Ben, écoute-en, puis tu vas voir qu'il y en a qui ont de la misère en tabarouette. Ouais, moi, je trouve ça, ben moi, je trouve ça inacceptable. Ben tu devrais être parfaitement bilingue. Mais ben moi, je peux te dire, avec certitude, qu'il y a une job qui m'a glissé entre les mains, puis ça m'a été confirmé après que j'ai pas eu la job parce que le boss pensait que j'allais me mêler dans mes langues en ondes. Fait que je l'ai pas eu. Un préjugé. Écoute. Ah, c'est bien ça. Fait que je te dirais là, que malheureusement, ça devrait être une force, mais ce ne l'est pas toujours. J'ai pas eu une seule job où on m'a dit « Hey, toi, là, étant donné que tu parles plusieurs langues, c'est ça. On va t'embarquer. » Manifestement, tu es un gars qui a le sport dans le sang, plusieurs sports. Mais quelles sont tes autres passions, outre le sport? Je veux dire, es-tu un gars de musique? Es-tu collectionneur? Non, écoute, je suis un gars qui aime quand même m'entraîner, même si je suis pas comme obsessif. Je suis un gars qui va être dans le gym. Je trouve que tu as des bons gros bras. Là. Pas pire. Mettons, je vais être dans le gymnase, mettons, 3 fois par semaine. J'essaie de faire du sport. Là, présentement, j'ai une blessure. J'essaie. Tu sais, là, j'ai une blessure à une cheville, mais normalement, je vais jouer. Tu t'es fait ça comment? Au soccer. Bon, évidemment. Je savais que ce serait ça la réponse. Déchirer le ligament du high ankle, là, excusez l'expression. Donc là, mais normalement. Là, tu mélanges les langues, là. Oui, c'est ça. Le high ankle, je sais pas comment ça se dit en français. Ouais, faudrait faire une recherche. Mais normalement, je vais jouer. Entre le hockey et le soccer, je vais jouer 2 à 3 games par semaine, puis je vais être dans le gym 2 à 3 fois. Fait que tu sais, je suis un gars qui aime m'entraîner. Aussi, ma passion, ben, c'est mon fils. C'est m'occuper de mon fils. Qui joue au soccer? Qui joue au baseball. Il a fait tous les sports, mais présentement, il a décidé à 100% d'embarquer avec le baseball, avec son sport-études. Donc, c'est m'occuper de mon fils, les devoirs, l'amener à ses sports, puis lui expliquer les vérités de la vie. Exactement. Être la voix de l'Impact, c'est un de tes plus hauts faits d'armes, ça c'est sûr, c'est une belle réalisation. Est-ce que c'est ta plus grande fierté en carrière? Ben, écoute, c'est sûr Parce que c'est quelque chose, là, je veux dire. Moi, je t'écoute, puis... Non, mais écoute, c'est super le fun de faire les matchs de l'Impact de Montréal. J'ai eu des moments incroyables, notamment en finale de la Ligue des Champions au Mexique, devant plus de 100 000 personnes dans le stade. Écoute, c'est des moments que je vais me souvenir toute ma vie, ça c'est certain. Mais, tu sais, mon passage à la couverture des expos, mes 6 premières années, même si c'était des années difficiles pour les expos, ça a été des super belles années. J'ai été descripteur des matchs des Blue Jays en français à la radio. Ça aussi, ça a été des très beaux moments. Mais, écoute, j'espère que du côté de l'Impact, qu'on va pouvoir monter d'une coche, qu'on va pouvoir aller chercher plus de monde qui vont s'intéresser parce que pour moi, c'est un super beau sport. La Ligue est vraiment le fun, elle est passionnante à regarder, mais je trouve qu'on a de la misère à aller chercher le monsieur, madame, tout le monde. Ça va être une de mes questions tantôt quand on va parler de l'actualité. Qu'est-ce qui manque peut-être du côté de l'Impact? Maintenant, on va parler de ta profession. Quels sont les changements principaux en comparaison avec il y a 20 ans? Parce que maintenant, il y a plusieurs plateformes de communication. La mentalité des athlètes aussi a changé. Si tu faisais une comparaison avec il y a 20 ans, ce serait quoi, tu dirais? Ben, écoute, c'est sûr que... C'est quoi qui est plus difficile? Un jeune là, qui veut percer dans les médias, faut pas qu'il attende que le téléphone sonne. Il faut que lui, il parte tout de suite sa propre plateforme, que ce soit YouTube, Facebook, Twitter. Le plus t'es jeune... Pour pratiquer. Pratiquer, te faire connaître. Tu n'es plus obligé aujourd'hui de travailler pour TVA ou quoi que ce soit. Si tu as ta propre plateforme et tu fais du bon travail et tu incites les gens à partager, tu vas commencer à te faire connaître par toi-même. C'est ça. Tandis que dans mon temps, si le téléphone ne sonnait pas et quelqu'un ne donnait pas une chance, ben, tu n'aurais pas pratiqué dans le salon. Ben, exactement. Donc, il y a des opportunités à saisir pour les jeunes avec leur propre plateforme. Ne vous gênez pas. Commencez de cette façon-là. Pour ce qui est des athlètes, écoute, je veux dire, ça n'a pas beaucoup changé.
tu as des athlètes qui sont sympathiques, tu en as qui sont moins sympathiques. Mais ça change pas beaucoup. C'est juste que là, avec la COVID, on n'a plus accès directement aux athlètes. Puis j'ai comme l'impression qu'on... Mais c'est temporaire. Je pense qu'à un moment donné... Y a-tu un haut pourcentage des athlètes que tu rencontres dans les vestiaires? Moi, j'ai rencontré quelques athlètes aussi dans les vestiaires, que ce soit dans les Blue Jays ou le Canadien. Tu as l'impression qu'ils se forcent, qu'ils n'aiment pas donner des entrevues. Ah oui, absolument. Que ça fait partie de leur tâche, mais... Non, chez le Canadien, c'est pénible, on va se le dire. Là. Ouais. Je veux dire, il y en a des gars qui sont super corrects. Là. Puis souvent, puis je le dis pas parce que c'est les Québécois, mais les Québécois sont normalement très accessibles, gentils. C'est ça. Puis c'est sûr que quand ils connaissent un mauvais match, ça leur tente un peu moins. Oui. Mais écoute, là, je me le cache pas, là, faire une entrevue avec Carey Price, là, entre ça puis regarder la peinture sécher ses murs, là, je me demande des fois... Mais je pense que c'est plus sa personnalité que sa motivation. Bah, ça ne tente pas. C'est un gars qui est le même. C'est vraiment dommage. Ouais. C'est vraiment dommage parce qu'on pourrait tellement soutirer plus. Je trouve que les joueurs du Canadien arrivent, ils passent ici 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, ils requittent. On les connaît pas. Thomas Plekanec, c'était ici combien de temps? 10 ans. Qu'est-ce qu'on connaît de ce gars-là? Mais le fait qu'ils ne viennent pas d'ici, c'est peut-être une erreur du Canadien aussi là-dessus, un petit peu. Non, mais parce qu'on s'identifie plus facilement aux Québécois, je pense. Permettez-leur de nous raconter leurs histoires de vie sans toujours craindre qu'est-ce que le boss va dire. Je suis correct si je parle de ça? Mais Jérémy, je pense que si le rendement était là, moi, ce que je reproche aux Canadiens, c'est pas de ne pas gagner la Coupe Stanley depuis presque 3 décennies, mais au moins se rendre en finale. Je sais pas, au moins une fois par 10 ans. Là, on n'est même pas proche. L'objectif, c'est de faire des séries. Je pense que ça joue beaucoup. Ben, c'est sûr que là, quand tu es rendu à 31 puis bientôt 32 équipes, tu ne gagneras pas la Coupe à tous les ans. Non, mais tu es le Canadien de Montréal. Donc, il faut que tu aies une fierté à un certain moment donné. Il faut que le propriétaire il dise, moi, là, je vais dépenser jusqu'à la dernière maudite scène. Moi, tout faire. M'en revirer toutes les roches, comme on dit, pour m'assurer qu'on aille le plus loin possible à toutes les années. Et présentement, je pense que les gens ont le sentiment, quand ça fait 3 années en ligne que le propriétaire se met 10 millions d'impoches au lieu de le mettre dans l'équipe, puis le gars, lui, qui paye ses billets là, à 300, 350, il dit hey, moi, là, jamais jusqu'à la dernière scène. Puis qu'on est à presque 12 millions du plafond. C'est très difficile pour les partisans d'accepter ça, et je le comprends. Et ils ont vendu des billets par rapport au mot tradition pendant longtemps, avec le flambeau dans les matchs inauguraux, mais je veux dire, à un moment donné, ça pogne plus. C'est prendre le monde pour des cons. Les gens ici connaissent le hockey. Tu as couvert nombre d'années des organisations de premier plan, tu as une vaste expérience. Je te parlerai pas de trac, de nervosité, en pré-entrevue, on parlait de ça, mais as-tu encore un thrill, un piquant avant d'entrer en onde? Et c'est quoi ton rituel à partir du moment où tu quittes le domicile, disons, pour aller faire un match de l'Impact? Ben, écoute, c'est sûr que au quotidien, je peux pas dire que j'ai de la nervosité. J'ai jamais été un gars nerveux. Donc, j'embarque en onde, c'est mon emploi, c'est mon travail. Faut vraiment que ce soit une grosse game. T'sais, si l'Impact, comme la semaine dernière, il y avait un gros match contre Vancouver qui aurait pu leur permettre de se qualifier pour la finale du championnat canadien, là, je rentre, je suis pompé. Je vais en donner un peu plus. Mais je suis déjà un gars qui est très rarement sur un ton monotone. Tu es stable. Je veux dire, je suis là, je donne le maximum, je veux que la personne qui m'écoute et porte attention et soit intéressée à ce que je dis. Donc, ça, c'est naturel en moi. Mais si c'est une grosse game, c'est sûr que je vais aller chercher une coche de plus. Mais sinon, mettons que quand tu fais 21 ans, tu finis par t'habituer. On ne fera pas de bashing, mais tu parles de championnat canadien. Ça fait réagir Tony Marinero, que tu connais bien, qui a fait une autre montée de lait légendaire sur les ondes TSN 690 suite à l'élimination, par rapport aux propos de l'entraîneur-chef Thierry Henry, qui disait que le championnat canadien, pour lui, ne semblait pas avoir une très grande importance. Ton point de vue là-dessus, sur ces propos-là? Il n'a pas dit ça spécifiquement, parce que moi, j'écoute toutes les minutes. Il a laissé sous-entendre. En fait, ce qu'il a dit, c'est que quand la question lui a été posée, et on lui a dit « Qu'est-ce que ça te fait d'être éliminé du championnat canadien? » Puis il a dit « Pour moi, la priorité, c'était les 3 points. » Là, c'est sûr que les gens vont dire il parlait de la MLS et non du championnat canadien. Moi, j'ai aucune indication, par la façon que Thierry Henry a coaché, puis le fait qu'il a continué de faire confiance à ses meilleurs à tous les matchs, que le championnat n'était pas important pour lui. Donc, je pense que cette phrase-là a été un petit peu mal interprétée. Mal choisi les mots, peut-être aussi un peu. Mal choisi peut-être les mots, mais moi, j'ai pas senti du tout que c'était un championnat qui n'était pas important. Puis surtout quand tu as un gars comme Patrice Bernier, comme assistant coach à côté de toi, si toi, tu ne sais pas c'est quoi l'importance du championnat, lui, il va te le dire. Tu sais, fait que non, moi, j'ai pas... mais c'est sûr que de la façon dont ça s'est terminé,
avec le carton rouge à Rudy Camacho, Ouais, ça te donne le goût de vomir. Parce que c'est tabarouette. On est là, on joue, c'est 0-0. Tout est encore à jouer. On a une équipe devant nous qui est plus faible, que son meilleur joueur est suspendu. It's there for the taking, comme ils disent en anglais. Il y a des joueurs qui n'aiment pas se faire tirer le chandail. Ouais, on a vu ça avec Romel Kyoto la semaine dernière. Il ne faudrait pas qu'il soit armé, celui-là. Hein? Mais Kyoto, il a une réputation. C'est pas pour rien qu'à Houston, ils l'ont, on dit en bon québécois, ils l'ont sacré dehors. Puis là, depuis qu'il est arrivé ici, on s'est dit, mais non, c'est quoi le problème avec ce gars-là? Il est bien correct. Et là, comme on dit, hein, chasser le naturel et rester au galop. Évidemment. C'est comme dans un couple. Exactement. On parle de l'impact. On va aller encore dans l'actualité. Est-ce que Thierry Henry est encore l'homme de la situation? Et qu'est-ce qui manque, non seulement sur le terrain, mais au point de vue de l'organisation, à l'impact, pour vraiment aller chercher le niveau un peu plus haut? Moi, je suis satisfait de ce que Thierry Henry a fait avec l'équipe. L'expérience, oui. Absolument. Parce que c'était une équipe, on va se le dire, là, qui jouait du soccer plate. Pour toutes les raisons qu'on connaît, avec les blessures dans les dernières années, à Piatti et tout ça, on s'était vraiment replié et on s'était vraiment concentré sur la défensive. Mais la défensive, ça ne vend pas d'étiquette, puis ça aide pas les codes d'écoute. Puis Olivier Renard, quand il est arrivé, il l'a dit. Il a dit, regarde, là, nous autres, il va falloir qu'on commence à jouer du soccer plus intéressant. Et on voit l'impact, il joue du soccer. Et ça se vend mieux. Ben oui, ça se vend mieux. Mais pour revenir à ce que disait, qu'est-ce que l'organisation a besoin? Tabarouette, amène-nous une star sur le terrain. Voyons donc, tu vas aller chercher le commun des mortels, là. Amène-lui une star, que tout le monde dit, ouais, c'est quoi ce nom-là? Ça ressemble au Canadien, finalement, qui n'a pas de centre numéro 1 depuis 20 ans. À la différence près que le Canadien, tu mets 20 chaudrons sur la patinoire, puis le centre belle est toujours plein, puis les codes d'écoute sont bonnes pareil, puis les gens ils vont pareil, puis les gens suivent pareil, puis les médias suivent pareil. Si longtemps pour miser là-dessus. Exactement. Si tu es l'impact et tu amènes au moins un joueur étoile dans ton équipe, tu forces tous les médias à porter attention. Et tu vas chercher le mainstream de la population, le monsieur, madame, tout le monde, qui peut-être ne serait pas venu au Stade Saputo, mais là, parce qu'il y a une curiosité par rapport à ce joueur-là, il va dire, moi y aller une fois voir, puis après ça, peut-être que tu l'accroches pour de bon. Pour un amoureux de son sport, soit le soccer, qu'est-ce que le soccer a que d'autres sports n'ont pas? Évidemment, on ne se sert que très peu de nos mains. La partisanerie est extrême, spécialement en Europe. Mais toi qui es vraiment un spécialiste de soccer, qu'est-ce que ce sport-là a que peut-être le hockey ou le baseball n'a pas, ou même le football, la NFL ou la Ligue canadienne? Moi, je suis un aimant des sports d'été, premièrement. Donc, tout ce qui se passe sur le gazon et sous le soleil, je préfère. Ça, c'est moi. OK? Sport d'été. Oui, sport d'été. Donc, c'est pour ça que le baseball et le soccer, ce sont des sports que j'aime vraiment beaucoup. Mais comparativement au hockey. Parce que les gens, tu sais, à la base, là, c'est objet dans le filet. 1-0 pour moi, c'est pas compliqué, là. Hockey, soccer, il y a des comparatifs à faire. Sauf qu'au soccer, tu peux voir le jeu se construire plus qu'au hockey. Tu sais, aujourd'hui, le hockey... Parce que moins rapide? Exactement. Donc, au hockey, la rondelle se déplace tellement rapidement que des fois, à la télé, tu as de la misère même à voir où elle est. Et des fois, l'annonceur dit le but. Là, t'es comme le but. Le réseau NBC a essayé dans les années fin 80 d'avoir sur la rondelle une espèce de halo. Exact. Et ça n'a pas fonctionné. C'était-tu Fox ou NBC? Ou en tout cas, peu importe. En tout cas, peu importe, je pense que c'est NBC. Mais c'est ce que j'aime du soccer, c'est que tu peux encore voir le jeu se développer sous tes yeux. T'as comme... Tu sais qu'il y a quelque chose qui va arriver. Ça. Tandis qu'au hockey, c'est tellement rapide. Souvent, la rondelle rentre dans le filet et on n'a rien vu. Là, t'es comme, oh, OK, il y a un but, OK, bon, parfait. Là, faut que tu regardes la reprise pour voir. Oui, c'est vrai, la rondelle. Mais le jeu est tellement rapide qu'il y a des choses qui nous échappent pendant qu'on la regarde. En tout cas, c'est mon opinion. Avant d'aller à la pause, Jérémy, dernière question. Dans quel sport, selon toi, l'arbitre a le plus d'influence? Est-ce que c'est le soccer? C'est le soccer. Bonne ou mauvaise, là? Puis malheureusement, je vais le dire, j'adore le soccer, mais c'est le sport le pire arbitré sur la planète. Ça commence à te taper ses nerfs parce que je t'écoute parfois, puis c'est un sujet redondant, là, ça revient. Au moins, là, avec les reprises vidéo, c'est un peu mieux. Ben oui. C'est-à-dire que là, on va à la reprise, puis même durant le tournoi estival à Orlando, on pouvait entendre les arbitres discuter. Ah, OK, attends, il a touché. Fait que là, tu te dis, OK, je comprends. Mais pendant des années, je veux dire, l'arbitrage au soccer, je veux dire, regarde la grosseur du terrain, t'as un gars sur le terrain. Puis moi, ce que je déplore, c'est surtout quand les joueurs se roulent à terre et clairement, il n'y a pas eu de contact. Il y a eu beaucoup de fake. Oui, ben écoute, la Ligue doit sanctionner ça. Si l'arbitre le voit pas... Comme on a fait au hockey à un moment donné, du diving, 2 minutes. Ben, puis si l'arbitre l'a pas vu, ben que la Ligue sanctionne après, puis dise au lendemain, regarde, on a vu ce que t'as fait,
regarde, ça va être 5 000 $ d'amende ou tu vas être suspendu pour un match. Ouais. Parce que si tu fais pas ça, tu encourages ça. C'est ça. Puis en Amérique du Nord, où on est habitué de suivre des sports où les gars sont sur la glace, puis sont sur le terrain, puis ils saignent, puis ils continuent de jouer, c'est pas winner. Je pense que c'est dans la culture du soccer un petit peu. Oui, mais en Amérique du Nord, on l'a pas, cette culture-là. Ouais. Et on peut pas faire autrement que de faire des liens avec d'autres sports. Et ça, c'est pas vendeur et c'est pas winner. Nous allons prendre une petite pause, mon cher Jérémy. Je vous rappelle que nous sommes en direct du Bâton Rouge de Lachenay, l'endroit imbattable quand on parle de bons repas. L'atmosphère est chaleureuse et rien de mieux que le délicieux steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, le menu est complet, il n'y a pas que la viande rouge ici. C'est un restaurant de choix qui est situé au 1400 rue Yves Blais. Dans le secteur de Terrebonne, on dit Lachenay, mais c'est Terrebonne en réalité. Je vous donne le numéro de téléphone pour les réservations dans le 450, qui est le 581-1888. Vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, un endroit qui porte bien son nom, situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Une expérience de 23 ans déjà sur place vous attend. Un très beau magasin, une bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de conseils et de batterie. Allez voir François, un chic type, le propriétaire au 303 Notre-Dame. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Un peu d'actualité maintenant, Jérémy. Avec la COVID et tout ça, on voit des chambardements au niveau du sport professionnel. Au niveau de la LNH, serais-tu en faveur, pour la prochaine saison, d'une section toute canadienne? Ben écoute, je pense qu'on a... Mais là, on ne verra plus les Bruins et les Pingouins. Mais... Ouais, mais il n'y a rien de parfait présentement dans la COVID. Puis, écoute, je pense qu'on n'aura pas le choix. Regardez les pirouettes qu'a essayé de faire l'Impact pour essayer de jouer au Stade Saputo. Ça n'a pas marché. Puis là, présentement, ils sont pognés aux États-Unis jusqu'à Noël. C'est complètement ridicule. Et la Ligue nationale, s'ils peuvent tout de suite procéder de cette façon-là pour éviter que les joueurs soient en isolement ou loin de leur famille, ils doivent le faire. La LNH, justement, tu en parles. As-tu l'impression qu'on se dirige vers un début de saison qui va être repoussé au-delà du 1er janvier? Et est-ce que les joueurs vont accepter cette fois, pour 82 matchs, d'être dans une bulle? Parce que c'est particulier. Là. Je pense que si on est capable Écoute, la beauté du côté du hockey, c'est qu'il y a plusieurs équipes au Canada. Donc, ces équipes-là peuvent jouer l'une contre l'autre. Et on le voit, là, il n'y a pas de nécessité de mettre des bulles. Ouais. Mais écoute, s'il fallait qu'on parte encore une fois avec des bulles l'année prochaine, ce serait très compliqué. On se dirige vers le 1er janvier? Je pense que oui. Je pense que le 1er décembre, plus réaliste? Oui, je pense que le mois de janvier, la NBA, justement, ont annoncé cette semaine que leur objectif aussi, c'était de commencer après le 1er janvier. Gary Bettman a parlé de peut-être le premier match, ce serait le 1er janvier avec la classique hivernale. Ça pourrait être le premier match de la saison. Donc, mais préparez-vous d'avance. Parce que, tu sais, ce que je déplore du côté de la MLS, c'est que, regarde, là, on vient d'annoncer le calendrier. L'Impact, il le reste. Improvise. Et pour la semaine prochaine, là. Tu sais, je veux dire, les joueurs, là, ils veulent savoir d'avance où c'est qu'ils s'en vont. Ils doivent faire des plans avec leur famille, ils doivent se préparer. Attendez pas à la dernière minute. Soyez certains de ce que vous faites. Puis ensuite de ça, lancer les choses. Moi, je trouve ça épouvantable ce qui se passe présentement. Tu sais, d'envoyer nos équipes canadiennes aux États-Unis, là où la situation est 10 fois pire qu'ici, ça ne fait aucun sens. Maintenant, petite rumeur, et comme les rumeurs n'arrivent jamais, on peut quand même s'amuser. Regarde Piquet-Souben quand il a été échangé. Il n'y avait pas de rumeur et c'est arrivé. Patrick Laine à Montréal, tu y crois? Es-tu en faveur d'un tel move? Écoute, c'est sûr que si le Canadien peut mettre la main dessus, enfin un marqueur, tu peux pas te priver parce que ça fait tellement d'années justement qu'on attend un marqueur naturel chez le Canadien. Sauf que, tu sais, on a trop souvent été déçus, malheureusement. Donc, tous les noms qu'on a mentionnés, comme celui de Patrick Laine, tu peux reculer d'un an à chaque année, puis il y en a eu un. Que ce soit John Tavares, que ce soit Steven Stamkos. Recule, là, à chaque année. Mais c'est bon pour les tribunes téléphoniques. Ouais, je comprends. Mais à un certain moment donné, quand ça fait 10 années en ligne qu'on monte aux barricades pour un joueur, puis à chaque année, ça marche pas, à un moment donné, tu te dis, bon, ben, tu sais, it is what it is, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Je pense qu'on va être agressif. On a quand même de la place sous le plafond salarial chez le Canadien. Avec le Canadien, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, parce que les 3 dernières années... Je pense que c'est la dernière chance pour l'organisation. Ceux qui sont en poste, si on ne fait pas les séries l'an prochain, c'est un ménage. Moi, j'en suis convaincu. Ben, écoute, je pense que... Ils sont compétents. L'émergence cet été de Suzuki et Kotkaniemi va aider, puis va donner du soulagement à un peu tout le monde, et aussi le bénéfice du doute pour le directeur général. Veux-tu que je te fasse peur, surtout pour Suzuki? Sophomore Jinx, la gang de deuxième année. Ben ça, Regarde Kotkaniemi, comment il est tombé de haut. C'est pas impossible. Puis moi, je peux pas crucifier un jeune. Puis même quand
Kotkaniemi a connu un début de saison difficile. J'ai été le premier à dire calmez-vous le pompon, c'est un jeune joueur. 19 ans. Regarde, il est allé à Laval, tout le monde était comme c'est ça. C'est pas un bon fini. joueur, c'est fini, Ben il oui. sera pas bon. Calmez-vous un peu. Écoute, moi là, s'il y a une chose que j'ai appris au hockey là, c'est que les jeunes joueurs, surtout les joueurs surdoués offensivement, quand ils font le saut dans la Ligue nationale, c'est très difficile. Pourquoi? Ils sont attendus, premièrement. Parce que partout où ils sont passés, ils ont dominé. T'arrives dans le hockey junior, puis le coach dit « Hey, pas pour scorer des buts, chum. Ça va bien se passer, ton affaire, inquiète-toi pas. » Là, ils arrivent dans la Ligue nationale, puis ils disent « Ouais, es-tu capable de scorer des buts, mais aussi te replier défensivement et venir aider en arrière? » Là, le gars, il dit « Ouais, mais moi, j'ai 19 ans, j'ai jamais fait ça de ma vie. Il n'y a jamais un coach qui m'a demandé ça. Ouais, mais là, t'es dans la Ligue nationale, puis il faut que tu le fasses. Ben oui. Et là, les gars sont perdus. C'est une pression additionnelle qu'ils n'avaient pas, étant la petite vedette. Exactement. Ouais. Et apprendre un nouveau rôle Ouais. qui est de jouer dans les deux sens de la patinoire. Et la maturité aussi pour faire face à la pression. Je veux dire, à 19 ans, c'est beaucoup demandé de jouer au Centre Bell devant 20 000 personnes. Là. Définitivement. Avec je ne sais pas Donc, combien de journalistes qui t'attendent. Tu sais. il faut être patient avec ces jeunes joueurs-là, mais là, on voit que ça commence à payer. Avant de terminer avec les questions rafales où je vais bien te cuisiner, j'aimerais que tu me fasses une comparaison au niveau du jeu, du calibre. Est-ce qu'on pourrait dire la différence entre le soccer de premier plan d'Europe et la MLS? On peut comparer ça avec la différence entre la NFL et la LCF, les Canadiennes. Est-ce que c'est un petit peu ça le ratio? Ouais, on pourrait dire ça. Tu sais, je pense que l'avantage que l'Amérique du Nord a, c'est qu'éventuellement, plus les années vont avancer et plus que, on le voit, le plafond salarial dans la MLS augmente à chaque année, et on va finir par rattraper certains championnats européens qui, disons, stagnent un petit peu à ce niveau-là. Donc, plus les années avancent, et plus on voit que le niveau augmente dans la MLS. Ça, c'est un bon signe. Et plus que les gens vont embarquer avec la MLS, et plus que cette progression-là va être rapide. Mais c'est sûr que si tu t'installes devant ton téléviseur, puis tu regardes la Premier League, puis ces joueurs-là sont habitués de jouer... Tu vois la différence. C'est sûr, parce que c'est tous des joueurs de premier plan qui sont habitués de jouer ensemble à tous les week-ends. Donc, c'est sûr que le spectacle... Mais ce que j'aime de la MLS, c'est qu'à défaut d'être la meilleure ligue dans le monde, au moins, ils essayent vraiment de jouer du soccer offensif. Fait que c'est peut-être pas les meilleurs, mais si la game finit 4-3, ben t'es sur ton divan, puis là t'as du fun, puis il y a des buts qui se marquent, puis à la fin de ta game, tu te dis bon, on a eu du fun à regarder ce game-là. Donc à défaut d'être le meilleur soccer, je trouve au moins qu'ils font un bel effort pour essayer d'être un soccer intéressant. Je suis d'accord avec toi. Ouais. On va y aller avec les questions rafales. Tu réponds par un mot ou une phrase. On est un petit peu bousculé par le temps. Ton joueur favori de tous les temps au soccer? Écoute, peux me donner deux noms, Roberto Baggio, qui a été membre de l'équipe nationale italienne, malheureusement, il a raté un penalty important en Coupe du Monde, mais c'est correct, je vais lui pardonner. C'était dans mes années, là, on peut dire. Au hockey? Le meilleur joueur, il faut le meilleur joueur favori. Le joueur... Tu peux me répondre Chris Nyland si tu veux. Là. Ouais. Non, mais écoute, je ton pense joueur que favori, tu t'as fait vibrer, là, tu sais. Tu peux pas être... Tu sais, Gretzky est un incontournable. Okay. Tu peux pas passer autour, je veux dire, on était tous des fans des Oilers à cause de lui et à cause de Gretzky. Je veux dire, pour moi, c'est un incontournable. Au baseball? Écoute, tu sais, je vais y aller de façon symbolique, c'est Jackie Robinson, même s'il a joué avant mon époque. Une réponse qui me surprend. Parce que Jackie, c'était au-delà du sport. Jackie... On s'en prenait du caractère pour prendre le rôle qu'il a pris. Exact. Parce que dans les consignes, c'était une réplique à rien. Parce qu'il y a eu d'autres gars de caractère qui auraient pu être le premier noir à jouer. Mais je veux dire, ça aurait été des gars qui se seraient battus dès la première escarmouche. Jackie, il n'a pas seulement contribué sur le terrain, il a contribué à faire évoluer notre société. Oui. Donc pour ça, Jackie Robinson. Football maintenant. Tom Brady? Non, Dan Marino. Ah, ça c'est bien. Qui n'a pas remporté, qui est né... j'ai la même date de naissance que lui. Ah oui? Le 15 septembre. Ah, ben écoute, ça vient de passer. Mais écoute, ça c'est un peu, c'est mon père qui m'a inculqué ça. C'est parce que dès qu'il y avait un joueur avec un nom italien, j'avais pas vraiment le choix que ce soit mon favori, tu sais, comme... mon père, il prenait toujours les meilleurs, les joueurs avec des noms italiens, puis là, il me disait, lui là, Arki Cianfrocco avec les Expos, c'était un joueur bien ordinaire, mais pour mon père, c'était le meilleur. Quand on a échangé Marco Scandella, il devait être triste. Ben, mon père aime pas ça, c'est ça, quand on échange des Italiens, mais ça, je tiens ça de mon père, mais moi, j'étais un fan des Dolphins, fait que Dan Marino, assurément. Ton groupe rock favori de tous les temps? Ah, tabarouette, écoute... J'ai écouté beaucoup de musique dans ma vie. ZZ Top, Led Zeppelin, je sais pas, AC/DC. Non, c'est peut-être un petit peu trop loin, mais moi j'ai toujours été un gars qui aimait plus la musique pop.
Okay. Fait que je te dirais que Bon Jovi, dans mes années, m'en suis servi un petit peu dans mes dates, comprends-tu? Ben oui, ça c'est gagnant. T'es un petit vite finalement. Ben oui, moi j'utilise tous les trucs, hein? On met toutes les chances de notre bord. Moi, j'étais même abonné au magazine Cosmopolitain quand j'étais adolescent. Parce que je voulais tout savoir, je voulais tout comprendre, je mettre tous les trucs de mon bord. Ah, c'est bon. Ben oui. La musique que tu écoutes avant un match, disons, quand tu t'en vas au stade? Moi, je suis un amateur de EDM, donc Electronic Dance Music. Fait que moi, j'étais un gars de club, j'étais un gars qui aime danser. Donc, si la musique... tu allais à l'Action Disco Club, tu allais au Select. Oui, non, Select, non. Non, l'Action, oui. Écoute, c'était l'Arnaque à Saint-Léonard. Ah, ben oui, le Cocktail, la Marina de Rapattini. Ben oui, évidemment. L'Octogone. Ben oui. Mais moi, je suis un gars qui aime danser, donc il faut que ce soit une musique. J'ai travaillé en passant. Ah oui? Ben oui. Presque j'en ai passé une coupe. As-tu connu Xanadu? Non. J'ai travaillé au Club Crescent, sur Crescent Street. Comme barman dans une autre vie. Ouais. Mais moi, il faut que la musique... T'as dû avoir du plaisir? Oui, parce que moi, la musique, il faut que ce soit une musique qui me permette de bouger. Rythmé. C'est ça. Si c'est un beat qui me permet de bouger, là, j'ai du fun à l'écouter, mais sinon, non, pas vraiment. Ton choix sondage, je pense que tu as déjà répondu sur l'athlète du 20e siècle. Ça serait Jackie Robinson, peut-être? Ouais, je pense que oui. C'est un incontournable, comme j'ai mentionné tout à l'heure, parce que, tu sais, le sport, c'est pas juste ce qui se passe sur le terrain, mais la contribution de l'athlète aussi à l'extérieur du terrain. Puis pour moi, il y en a pas vraiment eu qui ont eu la vie plus dure que Jackie Robinson, puis qui ont continué de performer mais moi, j'aime beaucoup Bo Jackson. Ah ben oui. Puis regarde, l'athlète le plus complet que tu as vu, moi c'est Bo Jackson que tu dirais. Ben Bo Jackson, c'est difficile de dire le contraire. Ken Griffey Jr. dans son sport à lui était excellent. Il pouvait tout faire sur un terrain de baseball. Un ou deux jerseys, tout sport confondu, favoris que tu aimes beaucoup? Je ne porte pas de jersey. Ouais. Je refuse de porter un chandail avec le nom d'un autre gars dans mon dos. Oh, ben ça c'est moi le gars. Comprends-tu? Tu dis ça à un gars qui a une collection de 700 jerseys, ça va pas bien? Quand je vois des gars, tu sais, mettons, au bar avec sa blonde, puis là, il y a un chandail avec le nom d'un autre gars dans le dos, c'est comme, je sais pas. Moi, si j'étais une fille, je pense pas que je sortirais avec un gars qui vient sur une date avec un chandail. Ben sur une date, peut-être pas, là. C'est vrai que ça fait un petit peu quétaine. Je sais pas. On continue. Le record individuel le plus impressionnant du sport professionnel. Je peux te souffler quelques réponses. Moi, j'aime bien les 73 circuits de Barry Bonds avec 200 quelques buts sur balle. Oui. J'aime bien les 5700 retraits au bâton de Nolan Ryan et les 32 saisons de Gordie Howe. Parce que pour moi, le meilleur joueur de hockey de tous les temps, c'est Gordie Howe. Oui. Ton choix du record individuel. Il y en a deux. Carl Ripken, pour le nombre de matchs consécutifs disputés. Je veux dire, quand on voit ce que ça prend pour jouer à tous les jours. Je l'ai interviewé alors qu'il signait des autographes. Il était en septembre, c'est 98, qui était en plein dedans. Là. Lui, il signait des autographes, ce type, qui m'a vraiment fasciné. La ligne du troisième but jusqu'au champ gauche, il y avait des parents avec leurs enfants pour des autographes. C'est sûr. J'étais seul journaliste avec lui sur le terrain. J'ai parlé avec lui tout le long. Il a signé à peu près je ne sais pas combien d'autographes. Il était d'un commerce tellement agréable. Ben oui, c'est ça. Quel athlète gentil et performant. Ça te prend des hommes de même pour vendre ton sport. Pour moi, Carl Ripken Jr. est un excellent exemple. Puis sinon, on pourrait prendre aussi Wayne Gretzky qui a toujours aussi un comportement de exemplaire. Ouais. Maintenant, un record d'équipe. Je te suggère une réponse. Moi, j'aime bien les 35 matchs d'affilée en 1980 des Flyers de Philadelphie sans défaite, qui est un record du sport professionnel qui va être difficile à battre. Un record d'équipe, toi, ce serait quoi? Ben, c'est sûr que la saison de 60... Quoi, il y a de 6 défaites du Canadien? 8 défaites du Canadien. Très, très, très difficile à battre. Ça, c'est sûr. La saison parfaite des Dolphins, sauf que là, c'est dur à comparer parce qu'il y a plus de matchs aujourd'hui. Je te dirais la saison de 8 défaites du Canadien. Les Expos ou les Nordiques qui reviennent en premier, es-tu... je sais que c'est une réponse qui est peut-être parfois politiquement correcte. Es-tu confiant? Et lequel de ces deux organisations va revenir en premier? Ben, je pense que s'il y en a un qui va revenir, ça risque d'être le baseball. Malheureusement, les Nordiques ont déjà leur building. Puis moi, personnellement, même si j'ai pas été un fan des Nordiques, j'ai trouvé ça extrêmement triste la façon dont Gary Bettman a géré ce dossier-là. Parce que... Non, ben écoute, je veux dire, je l'ai interviewé moi-même sur le dossier de Québec à plus d'une reprise, puis il me répétait toujours la même chose. Ça va prendre un building, ça va prendre un building, ça va prendre un building, ils n'ont pas de building. Le building est là. Un building très performant en passant. Performant, payé par le peuple. Puis là, tu tournes le dos
Mais je pense que ça s'en vient. Non, mais à moi, cause peut-être de la COVID, je ne sais pas. Ben, écoute, il y a peut-être une équipe qui, à un moment donné, va se retrouver dans certaines difficultés. Je l'espère. J'espère le retour des Nordiques de tout cœur, mais je pense que ça va être le baseball. Mais encore là, il va falloir qu'on passe la COVID avant. Question suivante en un mot. Qui a le plus approuvé sans l'autre? Tom Brady ou Bill Belichick? Ah boy. Bonne question, Bill ça. Belichick. OK. Est-ce que les Buccaneers feront les séries avec Tom Brady? Oui. Vont-ils se rendre jusqu'en finale au Super Bowl? Non, je ne penserais pas. Par contre. Non? L'athlète rencontré le plus excentrique de toute ta carrière? Ouf, Tu Barry n'as pas Bonds. rencontré Dennis Rodman? Non, j'ai pas rencontré Dennis Rodman, mais Barry Bonds était spécial en tabarouette. Boucle d'oreille, ainsi de suite. Pas facile d'approche non plus. Et bon, c'est sûr. Très vedette. Très vedette, pas toujours de bonne humeur. Mais ça l'a rattrapé à long terme, ça. Ben oui, Dans ses définitivement. relations. Définitivement. Mais à part de ça. Maintenant, quand on a accès à un vestiaire, de voir les gens dévêtus, ben, ça nous dit la vérité. Ce qu'on voit, c'est la réalité. Le plus impressionnant physiquement que tu as vu, c'est qui? Bonne question. J'essaie de penser présent. C'est sûr qu'un gars comme Shea Weber est difficile à battre par sa grandeur et tout ça. Très imposant. Très imposant. Zdeno Chara, définitivement. Ah, toi, tu l'avais. Oui, Ben, écoute, je veux dire, sur patin, c'est presque 7 pieds. Ben non, mais écoute, tu tiens le micro par en haut. Quand tu regardes Zdeno Chara, là, ça fait peur Mais un toi, petit tu peu. mesures combien? En plus, il n'est pas très beau non plus. 5 pieds 9 peut-être, Oh, wow. 5 pieds 10. Mais Zdeno Chara et le moins impressionnant, Ed Belfour. Ah ouais, Ed Belfour dans un vestiaire avec la je bedaine pense de que bière. Brian Giunta, qui était longtemps le plus petit joueur de la Ligue aussi. Petit, mais Ed Belfour. Hey, te je veux dire, rappelles-tu? Ed Belfour, il avait l'air d'un gars que tu venais de ramasser. Te dans la rappelles-tu rue, de là. Bobby Lalonde? Non. Au Saddle Dome à Calgary, il a fallu mettre les bandes un peu plus basses pour lui permettre d'accéder au banc, tellement il était petit. Mais Ed Belfour, là, ça va me rester dans ma tête tout le temps. Il y en a un autre qui, malgré son âge, Benito Santiago, à l'époque, Ouais. qui avait plus de 40 ans, Capable il de était lancer- en shape, en Capable de lancer au deuxième but Absolument. accroupi. Oui, oui. C'est quoi, en une phrase collectivement, la leçon à tirer de la crise du COVID? En une phrase. Tu sais, je pense que c'est que on sait pas tout. OK. On sait pas tout. Tu sais, je pense qu'il faut, On malheureusement, nage dans l'incertain. tu sais, il faut pardonner un peu à nos politiciens parce que quand tout ça a commencé, ils ne savaient pas tout et on a pris des décisions qui aujourd'hui, on se rend compte, étaient peut-être pas les meilleures, mais que, tu sais, on pense avoir toutes les réponses à tout d'un coup Ouais. parce que c'est des politiciens, parce que c'est des ça. médecins, mais eux aussi ont besoin du temps pour apprendre et nous informer. En un mot, Ouais. la plus grande force mentale d'un athlète de haut niveau. Faire abstraction, la persévérance. Abstraction, la pression. Moi, je pense que c'est la chose la plus difficile quand tu sais que c'est là que ça se passe, puis tu peux pas manquer ton La plus grande qualité indispensable d'un bon journaliste. La curiosité, peut-être. Là, je te souffle des réponses, j'essaie d'accélérer. Le cœur au travail. Tu sais, c'est beaucoup d'heures. Faut que tu sois passionné parce que Tu vas aimer la prochaine. Quelle est la différence entre les champions et les très bons? C'est quoi le petit quelque chose que ces champions-là ont, que l'autre joueur de très haut niveau n'a pas, qui fait que l'autre va se ramasser avec la bague de championnat? Pour moi, souvent, c'est l'expérience. Tu sais, Ok. tu regardes Tampa Bay, là, le Lightning, l'année passée, ils ont trébuché en séries éliminatoires. Cette année, ils sont rendus en finale. Souvent, l'expérience va faire en sorte que tu vas aller chercher le calme nécessaire pour être celui qui va aller jusqu'au bout et gagner comparativement à l'autre équipe. Quelle est la position du sport professionnel la plus difficile et demandante, athlétiquement, physiquement, tout sport confondu, la position jouée la plus difficile? Je pense que corps arrière au football, c'est difficile de passer. Parce que, tu sais, des gros bœufs enragés de 300 livres qui veulent juste te casser les côtes. tu sais que t'es pas physiquement à leur niveau parce qu'ils pèsent 2 fois ce que tu pèses. Puis en plus, Ils sont l'agresseur. Ils sont l'agresseur et tu es souvent dans une position vulnérable quand ils s'en viennent te frapper. Donc non seulement tu fais pas le poids physiquement, mais deuxièmement, tu n'es pas équipé à ce moment-là pour bien te protéger. Donc il faut que ce soit corps arrière. Ma dernière question, c'est quoi ta plus grande prédiction en carrière? As-tu prédit, exemple, le championnat des Red Sox après 86 ans sans l'avoir remporté? As-tu fait une prédiction à un moment donné à tes coéquipiers, à tes collègues de travail, et c'est arrivé?
Je ne peux pas me souvenir. Ou tu n'es pas quelqu'un qui fait des présentement. prédictions? Ben, j'en fais occasionnellement, mais présentement, il n'y a pas un moment là, qui est arrivé Non. que j'ai fait une prédiction. Ben, je vais essayer d'y penser, là, mais Est-ce que Dallas ou Tampa Bay va remporter la Coupe Stanley? Tiens, on va en faire une prédiction. je ne sais pas. Moi, je dis Dallas. J'ai beaucoup de misère à prédire au hockey parce que je trouve qu'aujourd'hui, les petits détails font trop la différence. Ouais. Tu n'es plus capable de déterminer une équipe dominante comparativement à l'autre parce qu'une C'est rondelle, juste le talent aussi. une rondelle touche un patin, se retrouve dans le fond du filet, ça change toute la game. Tandis que dans d'autres sports, tu es capable plus d'identifier l'équipe forte comparativement à C'est ça. l'équipe plus faible. Donc, non, je pourrais pas dire que j'ai cette capacité-là. Jérémy, je veux te remercier non seulement pour ta présence, mais ton professionnalisme et ta disponibilité lors de nos échanges pré-entrevue. Vraiment sympathique. Pas de problème. La générosité et la simplicité sont des qualités que l'on retrouve chez les grands et chez les vrais de ce monde. Je les retrouve chez toi, je t'en remercie. Merci pour ta compétence, ta belle voix, ta polyvalence. C'est toujours un délice de t'écouter sur 98.5 FM. Et comme on le fait souvent ici, j'ai un petit cadeau pour toi. J'espère que tu ne l'as pas. C'est sur l'histoire du baseball au Québec. Ah non, je ne l'ai pas. Hey, Bon. J'ai beaucoup de livres, mais Ben, c'est celui-là, écrit je par ne l'ai Marc pas. Defoy avec une collaboration Ah, de notre bon. ami Roger. Bon, c'est un cher cadeau Marc que je te Defoy. fais. Je te remercie parce que vraiment, tu es très professionnel. Et Wow. c'est toi qui m'as rappelé à part de ça. J'ai bien apprécié. Je te donne une poignée de main malgré le COVID. Absolument. Merci, on se reparle, Jérémy, très gentil. Merci beaucoup. À bientôt. Merci de ta présence. Ça fait plaisir. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez traiter avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Nous allons laisser la place à notre chroniqueuse. Merci, Jérémy. fait Si vous plaisir. vivez une infestation, n'oubliez pas, le mot d'ordre, c'est de ne pas attendre, parce que plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Rive-Nord Extermination représente la solution pour vous. 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Je donne le numéro de téléphone dans le 450 pour la solution, qui est le 582-6706. N'oubliez pas les 3 mots magiques. Je me répète depuis le confinement. Comment ça va? Ça ne coûte pas cher. Appelez un ami, vous allez semer un brin d'optimisme et de joie dans le cœur des gens. Vous allez prouver que vous êtes un vrai ami. Donc, comment ça va? Très important, appelez un ami. Maintenant, avec ma deuxième invitée, nous allons parler d'entraînement qui peut se faire dans le plaisir. Voici donc pour la chronique Santé Mieux-être, une spécialiste accomplie dans le domaine du culturisme qui connaît beaucoup de succès, mais avec qui il vaut mieux être sérieux parce qu'avec la diète très sévère et seulement 4 semaines de son concours, c'est peut-être mieux d'être poli. Donc, je vous présente la souriante Sonia Quintin. Bonjour, Sonia. Salut. 3 semaines, là, maintenant. 3 semaines. 3 et demie, semaines. exactement. Ben, je pense que je vais tasser ma chaise. Mais j'ai toujours le bon sourire quand même. Sonia, aujourd'hui, nous allons aborder la question du plaisir à l'entraînement, puis je pense qu'à long terme, c'est gagnant. Parce que d'entrée de jeu, je te dirais que c'est pas tout le monde qui a le même degré de motivation, que les mêmes objectifs, les mêmes possibilités, mais d'optimiser le plaisir à l'entraînement, je pense que c'est une bonne source vraiment pour penser à long terme dans l'entraînement. Ben écoute, il y a des études qui le démontrent que la persévérance est Oui. étroitement liée à la notion de plaisir dans une activité physique. Donc, C'est ça. on va commencer avec la définition du mot Oui, plaisir. parce que je pense que c'est le début. On va C'est commencer quoi avec vraiment ça. le plaisir? Qu'est-ce que c'est le plaisir? Pour le commun des mortels. C'est une sensation, une émotion agréable. Oui. Ça dit liée à une satisfaction d'un désir, d'un besoin matériel ou mental. Ce qui plaît, ce qui divertit, procure un sentiment agréable de contentement. Donc, c'est supposé être agréable. Oui, parce que les entraînements trop rigoureux, on va rencontrer des entraîneurs privés. Moi, j'en vois parfois à mon gym, au TriStar, justement situé au 530 Notre-Dame. Bon, là, tu vas faire ci, tu vas faire ça, puis on crie après la personne, et ça ne dure qu'un mois ou deux, parce que ça va au-delà des capacités, non seulement physiques et mentales de la personne. Exact. Je pense que d'y aller par le plaisir, c'est vraiment une bonne idée. Exactement. Et les statistiques le démontrent aussi. Une personne sur deux, 50% des gens qui entament un processus d'exercice physique abandonnent à l'intérieur de 6 mois. Ouais, c'est Donc, ça. ça se demandait pourquoi, puis je les trouve généreux dans leur étude. Parce Oui, qu'on parce que moi, je s'entend pense que c'est plus 2 mois. Oh, c'est ça. Ça Dès les pourrait premières être, courbatures, déjà. Puis, abandonne. un phénomène aussi, c'est qu'il y a 2 périodes de l'année dans les gyms où ça se remplit. Avec les résolutions du Nouvel Ouais, An, fait que c'est au mois de janvier, et avec la rentrée au mois de septembre. Et ça ne dure absolument ça dure qu'un pas seul longtemps. mois, qu'après Mais là, ça, ça se demandait pourquoi. ben oui, après, ce sont les réguliers qui sont C'est là. ça. Donc, tu as 5 thèmes Oui. que tu veux aborder. Ben, au début, je vais vous donner des conseils pour être assidu dans votre entraînement. J'ai 5 points. OK. OK? Le premier point, je vous dirais de vous fixer des objectifs. C'est important. Nos objectifs, Réaliste. C'est ça. Il y a 4 points. Nos objectifs doivent être réalistes. Hein, on ne se donnera pas des objectifs qu'on sait qu'on ne sera pas capable d'atteindre ou qu'on va être trop. Je vais perdre 30 livres en un mois. Non, c'est on ça. s'entend. Bon, ben, à moins de se faire couper une jambe et un bras, là, je veux dire, Il faut que ce soit spécifique aussi.
Vous dites, exemple, je ne sais pas, j'ai une course dans tant de temps, mon but c'est d'augmenter ma performance, ma rapidité, on va aller se fixer des buts spécifiques. Il faut que ce soit progressif aussi. Donc, train, va loin, tranquillement. Une marche à la fois. Ça ne donne rien de monter 3 marches pour en descendre 2 après. Exactement. Il faut que ça soit aussi des objectifs long terme qui vont rester, qui perdurer dans le temps. Et j'ai rajouté significatif aussi. C'est d'aller trouver le pourquoi qui fait que ça nous allume d'aller atteindre cet objectif. C'est pas juste pour les autres. Ben, c'est ça. D'aller trouver cette petite flamme-là, qu'est-ce qui nous drive, qu'est-ce qui nous allume d'aller atteindre nos objectifs. Fait que ça, c'est ce qui concerne les objectifs. Le deuxième point, je dirais de mettre vos séances d'entraînement à l'agenda. C'est un rendez-vous avec vous-même et c'est important. Si vous le mettez toujours en dessous de tous vos trucs que vous avez à faire, finalement, le peu de temps qui va vous rester. Dans votre agenda, vous voulez dans votre semaine vous entraîner 3 fois par semaine, lundi, vendredi, mettez-le dans votre agenda et après ça, si vous avez autre chose, cette case-là, elle est bouclée pour les trainings. OK? Troisième point, tu l'as dit tantôt, faire ce qu'on aime si on veut que ça perdure dans le temps. Si je vous donne un programme d'entraînement et que ça ne vous allume pas, vous n'aimez pas, vous n'êtes pas à l'aise là-dedans, vous allez abandonner. Donc, si vous aimez les cours de groupe d'aérobie, vous aimez le cycliste, aller dans des cours de spinning, vous aimez la muscu, ben faites les machines qui vous inspirent. Au départ, là, je vous dirais, qu'est-ce que vous aimez pour pas abandonner? Toi, personnellement, c'est une question que je voulais te poser, que j'ai oubliée lors de ta dernière chronique. Est-ce que tu conseillerais des poignées ou les machines? Parce que la machine, c'est plus simple. Tu n'as qu'à changer ta plaque, tandis que les poignées, parfois, ça peut être représenté une difficulté de plus. Je conseille une combinaison des deux. OK. Les poids libres, il y a certains, ça peut être au niveau de la gravité. Les poulies peuvent être intéressantes d'amener un autre type de force, tout dépendant de la machine, de ce qu'on veut travailler. Je pense d'apporter une variété, d'aller stimuler les fibres musculaires de façon différente aussi, ça peut être intéressant. Quatrième point, je dirais, prenez le temps de vous féliciter. Hein, donnez-vous une petite tape devant le miroir à part de ça. J'ai fait un bon training. J'ai atteint mon objectif aujourd'hui. J'ai réussi. La réussite, c'est pas juste dans la victoire non plus, c'est dans l'amélioration aussi. C'est ça. Une étape à la fois. Je me suis améliorée aujourd'hui. J'ai fait un bon temps. On en parlait lors de ta première présence aussi. S'aimer, ça semble parfois être un tabou. Je veux dire, ça, c'est l'histoire d'une vie. Hein, apprendre à s'aimer. Exactement. Puis c'est la première étape. Je veux dire, ça commence par ça. Puis aussi d'accepter qu'il y a des jours que c'est moins bon. Ça peut arriver des soirs que j'arrive dans le gym et que ça ne me tente pas. Ben, au moins tu l'as fait. Ben, je me dis, premièrement, je n'ai pas brisé ma routine. J'ai levé mes fesses du sofa, je suis là. J'ai donné 50%, ben, je me dis, c'est mieux que rien. Puis d'accepter, regarde, aujourd'hui, c'est un moins bon training, mais demain, ça va être mieux. Les gens ont tendance de se décourager rapidement puis d'abandonner, de dire, oh, ça ne me tente plus, puis on abandonne. Mais aujourd'hui, ça va pas bien, mais demain, ça va être un meilleur training. Donc, abandonnez pas trop rapidement. Maintenant, on passe à doper et augmenter sa motivation. Tu as 9 points. Le premier, un partenaire d'entraînement. Oui, là, c'est le premier point, le classique, trouver un partenaire d'entraînement. Là, ça m'amène à... Il y a une réflexion à faire aussi. Est-ce qu'on est plus du type individuel ou de groupe? Oui, parce que comme on a parlé, toi et moi, cette semaine, en pré-entrevue, tu peux avoir un partenaire d'entraînement, mais tu tombes sur quelqu'un qui est toujours en retard. Casse ta motivation. Fait qu'il faut faire vraiment un choix judicieux. Un bon choix, évidemment. Quelqu'un qui est ami aussi avec toi, un peu, ça aide. Ouais. Et tout dépendant aussi du sport que vous faites. Je vois maintenant avec moi dans le fitness, à un certain niveau, à un moment donné, on est plus individuel, on veut focuser, avoir un partenaire, ça va nous nuire plus qu'autre chose. Par contre, si c'est quelque chose qui vous allume d'aller dans un cours, pour certaines personnes, de faire une activité fixe, toujours à la même heure, au même endroit, avec les mêmes objectifs, d'aller s'encourager, ça a un impact sur leur engagement. Donc, moi, ça peut avoir... Je vais faire un commentaire sur la routine. C'est que parfois, justement, quand on parle de plaisir, de casser la routine, pas faire 2 fois en ligne le même entraînement ou quoi que ce soit. Mais ce que j'ai remarqué, dans mon cas, si ça ne me tente pas de m'entraîner, je vais faire le même entraînement que je fais sur une période d'1 mois, disons, tu as plus de difficultés. Tu fais dans le même ordre, les mêmes exercices, avec la même charge. Ben, tu passes au travers parfois plus facilement que d'essayer de faire du nouveau, tu sais, je veux dire... Ou des fois, on est tanné de faire la même, il y en a qui vont le faire à l'envers, ou ils vont modifier leur journée, pour aller apporter un petit peu... c'est d'aller trouver ce qui nous motive, dans le fond. Connais-toi toi-même. Exactement. Tu as bien dit. Et voilà. Donc, le premier point, trouver le partenaire d'entraînement. Deuxième point, si vous êtes du genre à vous entraîner à la maison, vous faites votre cardio, vous avez un tapis pour faire de la course ou votre vélo stationnaire,
vous avez un 30 minutes, exemple, à faire, bien, gardez votre prochain épisode, votre téléroman pour le faire en même temps que votre training. Donc, ça va au moins agrémenter le moment. Ben oui. Ça va être un petit peu plus agréable. OK? Vous allez en gym, vous suivez des cours spinning, aérobie, peu importe. Il y a un forfait. Achetez-le. Payez nos cours d'avance. Des fois, ça nous motive à dire, regardez, je l'ai payé, là, fait que... Ça va nous inciter à y aller. Fait qu'au moins, des fois, il y a des bons forfaits, ça peut être intéressant. Ça m'amène aussi à parler des applications sur les cellulaires. Il y a plein d'applications qui peuvent être motivantes, qui vont nous permettre de bouger. Entre autres, il y a Zombie Run, Night Running, il y a les Tabata Pro qu'on peut aller s'entraîner avec, il y a Strava GPS, il y en a plein que vous allez voir dans vos applications. Qui sont plus que juste des GPS. Strava, en fait, c'est un petit réseau social qui encourage une compétition amicale. Donc, tu peux partager tes statistiques, tes performances. On peut se lancer des défis les uns vers les autres. Fait que ça peut être une source de motivation aussi. Pas des défis agressifs? Non, évidemment, amical. Mais il y a même moi sur ma montre Fitbit, j'essaie de faire 10 000 pas. J'ai des amis qui l'ont aussi, donc on a notre compte rendu, puis on essaie de voir qui va faire le plus de pas dans la journée. Tu as fait combien de pas aujourd'hui? Ben là, j'ai pas marché beaucoup parce que j'étais ici. Parce que tu étais en voiture. Exact, mais là, j'en ai... Est-ce que tu peux tricher si tu es assis, tu fais des faux pas, non? On peut monter les escaliers, ça l'aide. Là, j'en ai pas beaucoup, fait que je vais aller marcher à ma pause. On essaie de se stimuler comme ça. Un autre point que moi j'ai envie de partager que je fais, c'est que je prépare mon sac de gym à l'avance. Il est toujours prêt. Quand je reviens du gym, je prépare mes shakes tout le temps. J'enlève mes shakes et je prends mes autres. J'ai un shake de BCA et un shake de protéines. Fait que je prépare mes shakes, je les mets, ma petite serviette, tout est prêt. Mon sac est déjà sur le bord de la porte pour le lendemain. Quand je viens pour partir au gym, tout est prêt. Et quand je prépare mes shakes de protéines, c'est rare, j'en fais juste un d'avance. Souvent, j'en fais 2 ou 3, puis je les stocke. Fait que, il y a des soirs où tu ils sont déjà prêts, je les prépare, j'ai mis dans mon sac est prêt. Fait que ça peut être... Une bonne préparation. Un autre point, entraînez-vous pour une bonne cause. J'ai beaucoup de cours qui sont liés à des œuvres de charité. Des courses, entre autres. C'est une motivation additionnelle. Oui, je cours pour le cancer. On était une gang de filles. Nous autres, on a déjà couru pour le cancer du sein. On avait une femme qu'on connaissait qui était décédée du cancer du sein. Donc, sur notre dossard, on a marqué « Je cours pour » avec le nom de la personne. Fait que ça nous a fait une activité de groupe, en plus de courir pour une bonne cause. Oui, ça peut être intéressant aussi. Un autre point, lancez-vous, inspirez les autres. Je pense que les réseaux sociaux, inspirer les autres. Je pense que les réseaux sociaux, ça peut être une bonne façon d'aller... C'est sûr, comme toi, tu inspires des gens, veux pas, là. Partagez vos objectifs, partagez vos réussites, publiez vos photos. Je pense que les gens aiment voir que ce soit des collègues de travail, les amis, la famille. Voir les autres réussir. Suivre par l'exemple. Ça peut les inciter des fois à vouloir faire pareil. Les gens vous suivent, ils vous supportent aussi, donc c'est toujours intéressant. Puis moi, régulièrement, j'ai des gens qui me disent « Hey Sonia, j'ai vu ça » ou « Depuis que je t'ai connue, ça m'a motivé. Dernièrement, j'ai perdu 10 livres, 15 livres. » Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas faire. Mon Dieu, si j'ai pu inspirer ne serait-ce qu'une personne, ben tant mieux. Maintenant, on va parler un petit peu de musique. Oui. C'est vrai que c'est un bon truc. Une bonne playlist de musique. Rythmée, s'il vous plaît, avec un bon BTU. Dernièrement, j'ai été entraîner une femme à domicile en arrivant qui avait tout fait son setup, plus le sofa, place le tapis. C'était une musique digne d'une activité de relaxation, de méditation. Je traîne toujours mon speaker, on met de la musique qui bouge, qui va nous inciter à bouger. Des fois, on a une bonne playlist, on est juste un peu tanné d'écouter toujours la même. Mettez-la de façon aléatoire. Mais toi, tu as la même cassette depuis longtemps. La même cassette. C'est ce que tu me disais, hein? J'ai une belle playlist. Il y en existe des playlists déjà. Non, mais t'as pas une vidéo que tu écoutes souvent, tu me disais? Ah, c'est une vidéo de motivation. Oui, c'est ça. Tous les matins depuis au moins 2 ans. Le même? Oui. Qui dure combien de temps? Ça dure 2-3 minutes, c'est pas long, là. Puis ça s'appelle « Devenir extraordinaire ». Et c'est toutes des paroles... Et tu es devenu extraordinaire, tu vois? Tu as remporté même... tu as gagné combien de tes concours? Parce que tu as fait le podium à chaque fois. Là, ça va être ta sixième. C'est ma cinquième. Ta cinquième. Et aux 4 précédentes, tu as fait le podium. 5 podiums. Félicitations. Merci. Puis ton dernier, ça va être populaire concernant les tenues vestimentaires. Un nouveau kit de gym.
je sais pas si je m'adresse plus aux femmes, ça peut fonctionner pour les gars aussi. C'est un nouveau kit aujourd'hui? Non. Non? OK. Ah, j'en ai tellement, hein. Je suis un peu compulsive dans les. Et tu portes toujours les 2-3 mains? Non. OK. Ça te paye. Mais d'en avoir un nouveau, des fois, c'est ça. Ça peut nous donner le goût de bouger. De s'habiller en gym, c'est différent que d'être en mou, là, sur le sofa. Puis on était en mou longtemps, le dernier. Le confinement nous l'a prouvé. Nous allons prendre une pause, ma chère Sonia, parce qu'il y a un gym ici qui vous offre à Repentigny ambiance et compétences. C'est le TriStar Gym, une très belle salle de musculation. Et pour pratiquer tout sport de combat, c'est l'endroit pour vous. Beaucoup d'expérience sur place. On va répondre à vos besoins. Allez voir coach Yves Jabouin, qui est également le propriétaire et entraîneur, qui a 31 combats professionnels MMA en carrière. C'est situé au 530 Notre-Dame, TriStar Gym. J'aimerais qu'on aborde, tu as d'autres points? Oui. Moi, j'ai un petit point ici que je vais aborder avec toi parce que une façon aussi logique qu'évidente de favoriser le plaisir dans l'entraînement est d'éviter les exercices qui ne fonctionnent pas pour vous pour une raison ou une autre. Et on en a parlé, toi et moi. Moi, je désignais 3 exercices qui peuvent être non seulement dangereux, mais si tu n'aimes pas ces exercices-là, tu es peut-être mieux de passer à autre chose parce qu'à long terme, ça ne sera pas gagnant. Les squats, spécialement pesants, mal faits avec le dos vers l'avant, tu vas te blesser une seule fois. Je connais quelqu'un qui s'est fracturé la colonne vertébrale là, avec 400 livres. Le squat, c'est un exercice de base qui est très payant, qui est multi... Mais il y a ses limites. Par contre, il faut qu'il soit exécuté d'une façon vraiment précise. C'est ça. Et comme tout le monde le fait, mettre un peu trop pesant. On est mieux de mettre moins, d'exécuter notre mouvement comme il faut. C'est ça. Et puis, je pense qu'on peut avoir un court jour sur comment exécuter un squat. Il y en a que, tout dépendant de notre biomécanique, c'est important de se placer d'une certaine façon. Tu peux aller, il y a des gens qui ont une jambe un peu plus courte que l'autre, ou les pieds... On peut mettre les pieds sur des plates surélevées. C'est ça. Il y a le deadlift. Moi, je vois des jeunes hommes qui font du deadlift tellement pesant que je me dis, si tu te blesses, tu vas ne te blesser qu'une seule fois. C'est exécuté comme il faut, par contre. Ouais. Mais tu sais, comme on dit toujours, c'est quand tu es fatigué que tu te blesses. Je veux dire, tu vas juste prendre ton crayon et hache parce que tu es trop fatigué. Donc, tu vas t'entraîner parfois après le travail, sans avoir soupé. Là, tu es fatigué. Puis le troisième, c'est le fameux press behind the neck. C'est qu'avec une grande barre, aller chercher, spécialement quand tu es rendu pesant. Et c'est un exercice qui, par les spécialistes, a été pratiquement banni parce que c'est vraiment pas un mouvement qui est naturel. C'est bien dit? Tu es d'accord avec moi? C'est bien dit. On continue. Tout est dans la technique et dans la façon de l'exécuter. Yes. Et c'est de là l'importance d'avoir un coach pour aller nous montrer la bonne technique. Ben oui. Au niveau de la personnalité, c'est quoi notre type d'activité qu'on pourrait choisir? Donc, j'ai divisé en 3, c'est plutôt sportif ou sportif, intellectuel ou je suis plus du genre à m'entraîner chez nous. Donc, si vous êtes plus sportif, axé sur le dépassement de soi, la performance, tout ça, les sports d'équipe comme le hockey, des trucs comme ça peuvent être intéressants. Le ski alpin, vélo, spinning, vélo de montagne, tout ce qui va aller mettre notre performance, l'escalade, des trucs comme ça, avec des activités qui pourraient être dans votre... C'est ça, dans votre créneau. Vous êtes plus intellectuel, yoga, tai chi, le stretching, des activités de relaxation, la randonnée pédestre, la marche, ski de fond, canot. Ben pour les intellectuels, ce qu'on voit fréquemment, c'est quelqu'un qui fait son bicycle stationnaire en lisant. Aussi. Ça paraît drôle à dire, mais ça fonctionne. Exactement. Et si vous êtes plus du genre chez vous, ben c'est sûr qu'il y a moyen de bouger en faisant des training avec des petits poids, des haltères chez vous. Vous avez une piscine dans votre cour, allez nager. Vous pouvez faire de la marche, du vélo dans votre quartier, votre yoga dans le confort de votre salon. Il y a toujours possibilité de trouver. C'est à vous de chercher selon vos besoins et vos objectifs. Je pense qu'il faut juste se questionner sur qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et ce qui est important, c'est d'avoir la notion de plaisir dans notre activité physique. Je pense que quand on va avoir trouvé, l'activité physique va faire partie de notre vie longtemps. Parce que si tu t'en vas au gym avec le moral dans les talons parce que ça ne te tente pas, c'est normal une fois de temps en temps. Mais si c'est devenu la commune mesure, c'est que tu vas, à long terme, tu n'auras pas de succès. Non, exact. On veut pas ça. On veut que ça perdure dans le temps, puis on veut qu'on ait du plaisir. Donc, c'est terminé pour cette semaine. J'aimerais qu'on parle un petit peu de toi plus personnellement, parce que est-ce que c'est la période la plus difficile avant la compétition? Est-ce que tu la vis présentement? Est-ce que c'est la semaine qui précède la compétition? Est-ce que c'est comme là 3-4 semaines avant? Qu'est-ce qui est le plus difficile, spécialement au niveau de la diète et de ta fatigue physique? On dirait que j'ai un chiffre dans ma tête, psychologiquement, à 4 semaines. Moins d'un mois, là, on le sait. Là, t'es dedans, là. Ce qu'on appelle le repas triche, il n'y en a plus. Là. OK. Fait que là, on ne verra plus de photos de cornet, là. Non, il n'y en a plus. J'en regarde sur Instagram, puis j'en regarde. Je voulais t'offrir un plat crème glacée, ça ne marchera pas. C'est pas le temps, là. C'est pas bon, là. Pas là.
C'est sûr que là, mon corps commence à être un petit peu plus fatigué. Là, on regarde. Normalement, on commence à perdre, tout dépendant des métabolismes. Il y en a qui vont commencer à baisser leurs calories. Dans mon cas, je sèche facilement, donc c'est le contraire, je ne vais pas sécher trop vite. On les a montés un petit peu. Et là, on va se rendre à une semaine avant la compétition, qu'on appelle le peak week. Et ça, là, c'est des cannes de thon et du blanc de poulet? Ah ben là, cette semaine-là, c'est la déshydratation qui va commencer. Donc là, on va manger poisson blanc, asperges. Et là, on va boire énormément d'eau. Parce que c'est un aliment diurétique qui aide à flusher. Ah, donc, on va prendre des diurétiques en plus. Tandis que la laitue, c'est l'inverse. Si tu manges de la laitue, ça retient et c'est long à digérer. Ben là, la laitue, ça fait pas partie de mon protocole. Pourquoi? Il n'y a pas de raison, c'est comme ça? Moi, dans mon protocole, j'ai toujours eu asperges, poisson blanc. Pour souper, j'ai déjà eu du cheval avec du brocoli. OK, mais les asperges, c'est une fois par jour seulement? Ou tu peux en manger à chaque trois repas. Fois? À chaque repas? Dans mon peak week, j'en mange à tous mes repas. Ah oui? J'en mange 5 fois par jour. 5 fois par jour pendant 5 jours. Wow! Ouais. Et là, on va prendre 2 à 3 litres d'eau le lundi, mettons, 3 à 4 le mardi, 4 à 5 litres le jeudi, ainsi de suite, jusqu'à la veille du show, parce que là, on va baisser notre eau à 1 à 2 litres. Et le jour de show, évidemment, on va. Et après la compétition, ben là, c'est le laisser-aller complet. Ouf, faut l'arrêter. Tu as mangé combien de brownies la dernière fois? Non, je ne sais pas le dire. Non, OK. J'ai été malade. J'ai été compulsive un peu, là, non, c'était pas ça. J'aimerais qu'on parle en terminant du miroir, parce que l'ultime plaisir, c'est de donner la chance, se donner la chance de voir des résultats avec un minimum d'effort. C'est gratifiant, c'est stimulant, et plus on progresse, plus on sourit. Il ne faut pas avoir peur de se regarder dans le miroir. C'est sûr que, je veux dire, il ne faut pas dormir devant le miroir non plus, là. Je veux dire, il faut avoir un équilibre. Mais les gens ont parfois de la difficulté avec ça, de se donner cette chance-là, de dire, de s'aimer finalement. Oui, parce que quand tu es au gym, tu es en mode construction. Ben là, surtout dans mon domaine, oui. Dans le fitness, qui est de la construction du corps, on se regarde. Moi, je pratique beaucoup mon posing. C'est ça. Je regarde mon épaule, je regarde ma fesse, je regarde ma cuisse. Tu sais, ça peut avoir l'air un peu narcissique d'être. Oui, mais c'est que tu as des objectifs et tu travailles ta symétrie. Exact. Tu veux dire, tu es restée féminine malgré que tu fais du culturisme, c'est ça l'important pour toi. Exact. Ben, merci Sonia. Merci. Très intéressante comme d'habitude et on va se reparler. De toute façon, tout de suite après ta compétition, tu devrais revenir ici, oui, disons fin octobre, pour nous parler avec ta médaille. Parce que j'ai fait la prédiction que tu étais pour gagner. J'aimerais ça, on le projette. Mais... On va te suivre, on va t'encourager et nous serons sûrement même sur place. Merci Sonia. Merci. Vous aimez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller et vous allez être reçus avec beaucoup de courtoisie et de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, avoir l'impression qu'on est en 1995 ou en 1989, c'est l'endroit parfait pour vous. Je vous parle du centre de liquidation audio usagé. Beaucoup d'équipements de qualité sur place, que ce soit pour du résidentiel, commercial, vous ouvrez un bar, un restaurant, une boutique. C'est surprenant ce que vous allez trouver sur place et c'est pas dur à trouver. C'est situé dans le complexe de la Marina de Repentigny au 358 Notre-Dame. Les réparations aussi sont faites sur place. Je vous donne le numéro de téléphone du centre de liquidation audio usagé. Dans le 450, c'est le 654-6849. Je vais vous parler brièvement de hockey puisque le temps nous bouscule. On est présentement en pleine finale. C'est une véritable guerre d'usure. On le sait, c'est le championnat le plus difficile à remporter, la Coupe Stanley, avec 4 de 7. Donc, ça devient une guerre d'usure physique. Maintenant, on additionne à ça la bulle. Donc, l'aspect psychologique est amplifié. Ça donne une finale inhabituelle. On voit une finale, justement, qui oppose deux clubs qu'on n'aurait vraiment pas prédit voir là. D'un côté, Tampa Bay sans Steven Stamkos et de l'autre, dans l'Ouest, Dallas, qui sort de nulle part avec son gardien numéro 2. Dallas qui préconise un style peut-être similaire aux Islanders de New York, soit une défensive homme pour homme, en zone défensive. Très difficile d'accéder à la zone. Le repli défensif est efficace. Une profondeur à l'attaque, une équipe robuste, les vétérans qui entourent bien les jeunes. C'est une question d'attitude. Et l'attitude de Dallas, c'est d'être prêt à se sacrifier. Du côté de Tampa Bay, la marque de commerce, on regorge de talents offensifs. C'est comme ça depuis leur tout début dans la Ligue. Ce sont deux équipes aussi qui sont dues, puisque Dallas n'a pas remporté la Coupe Stanley, leur seule Coupe Stanley en 1999. Et le Lightning de Tampa Bay, on parle de 2004. Mais même l'avis des experts ne veut rien dire en cette période de crise. C'est pile ou face, qui l'emportera? Moi, je dirais, pour le mot de la fin, comment prédire la réaction d'une équipe avec toute cette fatigue accumulée? Donc, ma prédiction, c'est Dallas
mais toutes les prédictions sont bonnes. Je vous parle maintenant de Samoto, qui est situé au 1133 Notre-Dame, un garage dont la réputation n'est plus à refaire. La confiance règne, le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier. On va vous donner des explications, on ne va pas vous changer des pièces pour rien, de longues années d'expérience vous attendent. J'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Samoto, situé au 1133 Notre-Dame. Maintenant, je vous parle d'une super belle boutique, soit la zone vêtements de sport et classiques, qui est située au 148 Notre-Dame. Beaucoup de marques de choix au meilleur prix. Je vais vous en nommer quelques-unes. Gasp, Better Body, Riderwear, Gorilla Wear, La Bella Mafia et les bottes d'entraînement Automix sont disponibles sur place. La zone vêtements de sport et classiques, 148 Notre-Dame. Je vous donne le numéro de téléphone dans le 450, qui est le 654 11 13. Un mot maintenant sur le centre d'imagerie Pixel, que l'on surnomme l'incontournable, un de nos principaux commanditaires ici. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est situé en face de la Marina de Repentigny au 351 Notre-Dame. C'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord, un service varié, très professionnel. Le numéro de téléphone de Pixel, l'incontournable, dans le 450, c'est le 654 99 44. En terminant, n'oubliez pas les 3 mots magiques qui auront une conséquence vraiment positive sur l'entourage. Comment ça va? Appelez un ami, ça ne coûte pas cher, vous allez montrer que vous êtes un véritable ami. Sur ce, ici Stevie Ray, merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.